Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Après une brève cérémonie, Airbus a livré le premier exemplaire de son A380 à Singapore Airlines. La compagnie a choisi un aménagement luxueux du géant des airs avec 12 salons privés. Bertrand Cantat sortira de prison demain. Le juge d'application des peines a accepté une libération anticipée pour bonne conduite. Le chanteur est soumis à deux obligations, un suivi thérapeutique et l'interdiction d'évoquer l'affaire en public. Denis Gauthier-Sauvagnat à l'écart, il renonce à son mandat de négociateur avec les syndicats. Le numéro 2 du MEDEF, soupçonné d'avoir retiré d'importantes sommes en liquide des comptes de l'organisation, va toutefois continuer à y exercer des responsabilités de premier plan. Le coup d'envoi à Pékin du congrès du Parti communiste chinois. Au programme, le statu quo politique, mais un développement économique plus rationnel. Le chef de l'État, Hu Jintao, devrait renforcer son pouvoir. Les nouveaux aliments thérapeutiques peuvent-ils enrayer la faim dans le monde? C'est ce que pense l'association Médecins sans frontières qui lance un appel à une révolution dans l'organisation de l'aide. Espoir ou mirage? Élément de réponse dans un instant. Enfin, la controverse sur la lettre de Guy Môquet qui doit être lue en classe lundi prochain. Certains enseignants dénoncent une instrumentalisation de l'histoire. L'Élysée exclut toute sanction en cas de refus. La fête était courte mais belle et pour Airbus, c'est un rayon de soleil dans un ciel agité. Après 7 ans de travail et de turbulences, l'avionneur a donc livré aujourd'hui le premier exemplaire de son nouveau-né, l'A380. La cérémonie se déroulait à Toulouse. Le gros porteur n'a pas volé, mais il a accueilli beaucoup de monde. Sur place, Patrice Pelé, Guillaume Michel. Pour le plus grand avion du monde, il fallait une grande cérémonie. Ce matin, plusieurs centaines d'invités du monde entier assistaient donc à la livraison de l'A380. Pour Louis Gallois, le patron d'EADS, pas de commentaires sur les affaires de la société. Je ne parle que de la fête aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est ça qu'attendent les clients, c'est ça qu'attendent les 116 000 travailleurs et employés d'EADS, c'est ça qu'attendent les 55 000 employés d'Airbus et tous les sous-traitants, tous les fournisseurs. Au milieu de la bousculade, Aujourd'hui c'est une belle fête. c'est une belle fête, les seuls mots dans la bouche d'Arnaud Lagardère avant de disparaître à la vitesse de l'éclair. L'homme vraiment heureux ce matin, c'était bien Monsieur Chu, le patron de la Singapore Airlines. Après 2 ans d'attente, le voilà enfin dans son avion, les pieds solidement enfoncés dans l'épaisse moquette. Le but, c'était de faire la course pour une meilleure convivialité, améliorer le service, de proposer à nos clients plus d'espace, de volume et de confort. Présent aussi, Julian Edwards, appelé aussi le passager numéro 1, pour avoir acheté sur Internet 2 places en première pour 20 000 €. L'A380 pour lui, c'est le rêve absolu. Oui, vraiment, c'est très excitant, c'est merveilleux de pouvoir arriver à ce niveau. Mais pour mon voyage en première, j'espère que ce sera plus calme qu'en ce moment. Chez Airbus, on espère que la livraison spectaculaire d'aujourd'hui aura une influence sur la vente de l'appareil. On est aujourd'hui à 189 A380 vendus, mais on est cependant loin du seuil de rentabilité qui est de 429 avions. Et pour ce premier vol commercial, dans 10 jours, le record revient à un Britannique passionné qui a déboursé 73 000 € aux enchères pour 2 places en première. Alors chaque exemplaire de l'avion sera aménagé à la demande, selon les souhaits de la compagnie. Je vous le disais, Singapore Airlines a décidé de jouer la carte du luxe. Visite guidée avec Muriel Lassaga et David Bress. Confortable, c'est sûr, luxueux et spacieux. L'A380 de la Singapore Airlines est avant tout un pionnier des airs. Nous sommes ici en première classe, rebaptisée Nouvelle Suite. Peut-être une nouvelle tendance, celle des cabines à bord des avions, comme dans un paquebot. Si vous ne voulez voir personne, vous pouvez fermer la porte. Et là, vous disposez de tout ce qu'il faut pour vous divertir. Et ici, de tout le nécessaire de toilette. Sans oublier le petit plus, le pyjama mixte. Car ici, le passager va pouvoir dormir dans un vrai lit sans être dérangé, bien sûr. Moi, je fais 1,80 m et j'ai largement de place pour m'allonger. Pour moi, c'est très émouvant parce que, comme beaucoup de gens ici à Airbus, ça fait plusieurs années de nos vies qui sont consacrées à ce développement. 12 suites sont aménagées de la sorte.
La cerise sur le gâteau, c'est cette suite que l'on peut même imaginer pour une lune de miel. Seul petit détail à connaître quand même, le prix du billet pour un Paris-Singapour-Sydney jusqu'à 11 500 € par personne. Moins cher, la classe affaires, où chacun dispose également d'un lit forcément moins élaboré. Le passager peut facilement convertir le siège en lit juste en tirant de cette façon. Mais il peut aussi travailler sur ordinateur, comme au bureau, grâce à un branchement de clé USB. Pour cette classe affaires sur un Paris-Sydney, il faudra quand même débourser 5 240 €. Mais les 3/4 des passagers seront assis en classe économique. Même support multimédia, mais pas de lit et moins d'espace, sauf pour bébé. Le prix devient tout de suite plus abordable, 1 040 €, toujours sur un Paris-Sydney. Mais demain, c'est vers Singapour que décollera l'A380 avant d'effectuer son premier vol commercial le 25 octobre prochain. L'actualité judiciaire après 4 ans de détention, c'est donc demain que Bertrand Cantat va retrouver la liberté, une liberté conditionnelle. Le juge a mis en avant sa bonne conduite et ses perspectives de réinsertion. Le chanteur a, semble-t-il, l'intention de rester discret. Il a pour obligation de ne pas évoquer publiquement la mort de Marie Trintignant. Zindine Boudaoud, Philippe Jasselin. Bertrand Cantat dans l'avion qui le ramène de Lituanie vers la France. Mars 2004, le chanteur vient d'être condamné à 8 ans de prison pour avoir provoqué la mort de sa compagne Marie Trintignant. Ce matin, un peu plus de 4 ans après le drame, le chanteur de Noir Désir obtient de la justice sa libération conditionnelle. Il n'a pas le droit de parler de l'affaire sous quelque forme que ce soit par un livre, que ce soit par des chansons, ou que ce soit lors de spectacles. Mais Bertrand Cantat, qui sort de prison demain, garde le droit d'écrire, de chanter, d'enregistrer. Pour son frère Xavier, la libération conditionnelle est une étape vers la reconstruction. Il y a des choses qui ne pourront pas s'effacer. L'histoire, elle est ce qu'elle est, on ne la refera pas. Il sait très bien sa responsabilité dans la disparition de Marie. Aujourd'hui, ce qui va être le plus important, c'est la pression médiatique. Les proches de Bertrand Cantat veulent rester pudiques par respect pour la famille de Marie Trintignant. Mais il y a 4 jours, son ex-femme ne pouvait cacher son soulagement. C'est une très bonne nouvelle. Enfin, comment dire, je ne peux pas dire que je ne suis pas contente qu'il soit libéré. Ça va être un peu une assignation à domicile quand même. Nadine Trintignant, elle, avait déjà manifesté son désaccord. Cet après-midi, elle a étendu ses critiques au principe même des libérations conditionnelles dans ce type d'affaires. Faire appliquer les peines qui existent et qui ne sont pas appliquées. Or, ça ne dépasse jamais les 8 ans et ils n'en font que 4, c'est-à-dire que la justice est très dure à rendre. Bertrand Cantat retrouvera les siens demain, mais selon ses proches, le rocker ne devrait pas remonter sur scène de sitôt. Et à suivre ce soir dans Mots croisés, un débat sur cette affaire et cette libération. Yves Calvi reçoit des avocats et des proches à suivre à partir de 23h10. Un succès pour Interpol, on l'évoquait la semaine dernière. L'organisation avait lancé un appel à témoins mondial à propos d'un pédophile qui se met en scène sur Internet. C'était une première. Eh bien, les renseignements sont arrivés et ils ont payé. L'homme a été identifié. Il se trouverait en Thaïlande. Amaury Guibert. Grâce à ce trucage, il pensait passer inaperçu, mais la photo a été retravaillée et le pédophile identifié. Il serait professeur d'anglais en Corée du Sud et se trouverait en ce moment en Thaïlande. Il apparaissait sur plusieurs photos en train d'abuser de jeunes enfants. Cela faisait plus de 2 ans qu'Interpol le recherchait en vain, d'où l'idée de lancer un appel à témoins mondial. Il y a une semaine, Anders Persson, l'un des enquêteurs chargés du dossier, reconnaissait son impuissance. D'habitude, on se concentre sur les victimes car elles sont presque toujours identifiables. Dans ce cas, on n'a pas pu trouver les victimes sur les photos, ni trouver l'agresseur. On est dans l'impasse. On a utilisé toutes les techniques de police possibles pour retrouver cet homme. Peu après l'appel à témoins, Interpol a été contacté par plus de 350 personnes dans le monde entier. Et grâce à ces témoignages, l'opération Vico, le surnom du pédophile, est en passe d'être bouclée.
Les remous au MEDEF. Denis Gauthier-Sauvagnat a fait savoir en fin d'après-midi qu'il renonçait à son mandat de négociateur avec les syndicats sur le marché du travail. Il reste en revanche l'un des principaux dirigeants de l'organisation. Rappelons qu'il est soupçonné d'importants retraits en liquide sur les comptes de la Fédération de la métallurgie. Officiellement, on ne sait toujours pas à qui étaient destinées ces sommes. Fabien Chadeau, Frédéric Bonne. C'était celui que tout le monde attendait aujourd'hui au MEDEF. Je n'ai pas de déclaration à faire. Allez, vous allez vous faire mal. Denis Gauthier-Sauvagnat a passé l'après-midi devant les membres du conseil exécutif de l'organisation patronale, qui devait statuer sur son sort. C'est finalement lui qui a proposé la solution. Gauthier-Sauvagnat s'est mis en retrait de son rôle de chef de file de la négociation, mais il reste complètement en charge au MEDEF. Denis Gauthier-Sauvagnat ne sera plus celui qui négocie pour le MEDEF sur tous les grands dossiers du moment. Mais il reste le numéro 2 du patronat, même si depuis 3 semaines, il est au cœur d'une grosse polémique. Depuis 2000, entre 15 et 20 millions d'euros en liquide sont sortis des caisses de l'Union de la métallurgie, la principale fédération du MEDEF et la plus riche. Les enquêteurs s'interrogent sur la destination de cet argent. A-t-il servi à financer des syndicats? Le principal intéressé affirme que non. En bref, sachez qu'Alain Minc va quitter la présidence du conseil de surveillance du Monde. Il était poussé au départ par la rédaction. Alain Minc partira en mars. Il était aux commandes depuis 13 ans. Comment libérer durablement la croissance en France? Jacques Attali a remis aujourd'hui à Nicolas Sarkozy son rapport d'étape contenant les propositions de la commission qu'il préside. Alors l'éventail est très large, il y a des curiosités avec notamment la création de 10 villes du futur à la pointe des technologies et de l'environnement. Mais l'essentiel de ce premier jet concerne le pouvoir d'achat et en particulier la grande distribution avec l'abrogation des lois Gaillot, Galland et Raffarin. En clair, beaucoup plus de liberté pour les grandes surfaces en matière de prix ou d'installation en centre-ville. Valérie Lerouge, Zidenberkus. Ce serait un véritable Big Bang dans la grande distribution. La commission Attali veut supprimer la loi Galland pour faire baisser les prix. C'est cette loi qui empêche un patron de grande surface de répercuter toutes les ristournes qu'il négocie. Prenez ce paquet de lessive. L'hypermarché l'achète 10 € au fabricant, mais dans le même temps, il récupère 2 €. C'est le prix d'une bonne place dans les rayons ou dans un prospectus. Au final, la lessive n'a donc coûté que 8 € au distributeur. Mais c'est le prix de départ, 10 € qui est retenu par la loi, pas le droit de vendre moins cher. La commission Attali veut y mettre fin, satisfaction de la grande distribution. Si on suit la recommandation Attali, je vais pouvoir acheter moins cher en mettant en compétition les industriels et je vais pouvoir directement faire bénéficier les consommateurs des baisses de prix. C'est quand même le top. Le rapport Attali va encore plus loin. Il suggère une liberté totale sur les prix de vente, y compris à perte, de quoi faire bondir les industriels des grandes marques. Ça va trop loin parce que ça permet aux distributeurs de vendre, s'ils le souhaitent, à n'importe quel prix, complètement déconnecté de la réalité de la valeur des biens. Ça fausse la concurrence, ça fait perdre les repères aux consommateurs qui ne savent plus finalement à quel prix les différentes marques se vendent réellement, car les prix peuvent varier dans n'importe quel sens. Autre sujet qui fâche dans ses recommandations Attali, la suppression de la loi Raffarin qui limite l'extension des centres commerciaux. C'est maintenant au ministre du Commerce de donner suite ou non au rapport. Réponse avant la fin du mois. C'est demain qu'aura lieu, comme chaque année, la journée mondiale de l'alimentation. Malgré le décollage des pays émergents, on estime que 5 millions d'enfants malnutris meurent chaque année, essentiellement en Afrique. Et c'est dans ce contexte que l'association Médecins sans frontières lance un appel à une révolution. Elle souhaite que l'aide humanitaire soit réorientée vers ce qu'on appelle les aliments thérapeutiques. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien de cette pâte mise au point il y a une dizaine d'années. Elle se présente ainsi en sachet ou en petits pots. Ça sent un peu l'arachide. Elle est prête à l'emploi, facilement stockable et conservable et possède des qualités nutritives qu'on dit exceptionnelles. Alors miracle ou mirage, les avis sont partagés. Voici les arguments des uns et des autres. C'est le débat du jour avec Renaud Bernard et Mathieu Drejoux. Cette pâte au goût de cacahuète a tout du remède miracle. Là où elle est distribuée, les enfants ne meurent plus de faim. Huile, sucre, arachide, sels minéraux, un concentré d'aliments essentiels à la survie. Chaque pot pèse 100 grammes, un repas complet de 500 kilocalories. Le taux de guérison en cas de malnutrition aiguë est de 95%. Pourtant, sur 854 millions de victimes de la faim dans le monde, seuls 600 000 enfants
ont aujourd'hui accès à cette pâte révolutionnaire. À droite, Médecins sans frontières accuse le manque de volonté de la communauté internationale. À gauche, l'ONU répond que la pâte coûte trop cher. Alors question, peut-on la généraliser à tous les enfants qui ont faim? C'est autour de 24 milliards de dollars. 24 milliards de dollars, c'est aujourd'hui 8 fois le budget annuel du PAM. C'est tout à fait possible. Il y a eu d'autres actions du même ordre. Quand on a voulu élargir l'accès aux vaccins de base dans le monde, on a lancé au début des années 80 les programmes élargis de vaccination. On a fait des filières de production de vaccins à prix soutenu, subventionné, ce qui a permis de travailler avec des vaccins 20 fois à 30 fois moins chers que le prix du marché. Mais pour combattre la famine, il faut aussi s'attaquer à ses racines. Quand les cours mondiaux des produits agricoles sont en chute libre, les paysans des pays pauvres vendent à perte. Ruinés, ils n'ont alors plus les moyens de se protéger de la faim. Aujourd'hui, les famines, c'est plus seulement le climat ou les criquets, c'est aussi les lois du marché. Et ces lois du marché font que, par exemple, dans des crises comme celle du Niger il y a 2 ans, eh bien, les populations de petits paysans pouvaient avoir accès à de la nourriture, mais n'avaient plus les moyens d'accéder à la nourriture. Pourtant, la faim n'est pas un fléau insurmontable. Dans les années 80, avec la famine en Éthiopie, la mobilisation internationale a fait reculer le nombre de victimes de 1 milliard à 790 millions en 10 ans avant que la courbe reparte à la hausse, comme si soudainement la question avait cessé d'être préoccupante. La Chine fait le point sur elle-même, sur sa croissance folle et fixe ses grandes orientations. Comme tous les 5 ans, le congrès du Parti communiste a commencé ce matin à Pékin. Faut-il en attendre de réels changements ? Sans doute pas en termes de démocratie en tout cas, mais le président Hu Jintao, dans son discours de 2h30, a plaidé pour un développement économique plus équitable. Sur place à Pékin, Pascal Golomer, Sylvain Giaume. Gare aux troubles faits. Les journaux, les sites internet et les dissidents notoires sont étroitement surveillés depuis des semaines. Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive. C'est que tous les 5 ans, le Congrès se veut une démonstration de force, sans aucune note discordante. Avec plus de 2200 délégués triés sur le volet parmi les 73 millions de membres du parti. Beaucoup de militaires, quelques représentants des minorités et des propos qui fleurent la langue de bois. J'espère que ce congrès sera celui de l'union, du succès et de l'enthousiasme. Moi, j'espère que ce congrès nous permettra de mener une politique de développement pour la Chine et de persévérer dans la voie du socialisme à la chinoise. Tous sont venus voir et écouter l'homme le plus puissant de Chine, Hu Jintao. Celui qui depuis 5 ans dirige à la fois le parti et le pays et qui sera reconduit sans problème pour 5 années supplémentaires. En 2h30 de discours, il fixe le cap. Que la croissance économique soit forte, c'est très bien, mais elle doit être plus équitable et plus respectueuse de l'environnement. Un rêve d'harmonie sociale où le parti serait débarrassé de ses brebis galeuses. Il faut sanctionner résolument et sans complaisance la corruption des cadres du parti. Il s'agit d'une question cruciale qui influence l'évolution de l'opinion publique. La survie du parti en dépend. Beaucoup de slogans et de belles formules. Encore faut-il que tout cela se concrétise au niveau des provinces et des dirigeants locaux. Aussi puissant soit-il, Hu Jintao n'a en la matière qu'un pouvoir limité. En Italie, le maire de Rome, Walter Veltroni, a été élu triomphalement à la tête du nouveau parti démocrate. Autrement dit, il devient le chef de la gauche et donc le favori pour succéder au président du Conseil, Romano Prodi, qui a lui-même appuyé cette consultation. Ce dernier n'a pas l'intention de céder sa place avant plusieurs années. Mais c'est l'ascension d'une autre personnalité qui a marqué la vie politique italienne ces derniers mois. Il s'appelle Beppe Grillo. Il tourne en dérision les partis, dénonce les promesses non tenues et la corruption, et il rassemble des milliers de personnes à chaque fois. Certains ne voient en lui qu'un populiste, d'autres évoquent un souffle d'air frais ou encore un Coluche italien. À Rome, Philippe Visserias. C'est l'un des temps forts de son spectacle. Énumérer un à un les noms des 24 députés et sénateurs italiens condamnés par la justice. Corruption et financement illicite. Virons tous les parlementaires condamnés par la justice, et cela dès demain matin. Tout cela ponctué d'une insulte dont il a fait son slogan. C'était le 8 septembre dernier, dénommé le Vaffanculo Day, la journée du va te faire foutre. Un cri de colère adressé à une classe politique jugée corrompue et coupée des citoyens. Beppe Grillo recueille alors 300 000 signatures pour exiger la disparition des partis politiques.
Dans ce pays, si tu es malhonnête, tu t'enrichis. Et c'est ça qu'on devrait apprendre à nos enfants. Moi, je n'en ai plus envie. Depuis, pas une journée sans qu'une émission ne lui soit consacrée, sans une réponse des hommes politiques à ces attaques, comme Romano Prodi, le président du Conseil, qu'il surnomme Valium, parce qu'il endormirait les Italiens. On va voir maintenant ce qu'il va proposer de concret et de constructif, parce que détruire, ça c'est facile. On le dit populiste, poujadiste, c'est sur Internet que Beppe Grillo préfère répondre à ses détracteurs. Son site est le plus visité d'Italie. Il y met en scène ses coups de gueule, comme lorsqu'il se fait le porte-parole des petits actionnaires pendant l'Assemblée générale de Telecom Italia. Dans un pays touché par une crise économique et politique profonde, Beppe Grillo fait figure d'aiguillon du pouvoir. Il dit déjà qu'il parrainera des listes civiques pour les prochaines élections. Quant à fonder son propre parti... Moi je suis pour détruire les partis, pas pour en créer. Va te faire foutre! Toujours à l'étranger, cette étude qui relance la polémique sur le système de santé en Grande-Bretagne. Elle a été menée auprès de 5000 personnes et elle révèle que des Anglais confrontés à une pénurie de dentistes n'hésitent pas à s'arracher eux-mêmes des dents ou à se faire par exemple un détartrage avec un tournevis. Depuis longtemps, le secteur public, régulièrement engorgé, est montré du doigt. À Londres, à Marisburgo. C'est difficile à croire, c'est pourtant vrai. Cette vieille dame anglaise s'est arrachée elle-même 7 dents. Elle est allée chercher une pince dans la caisse à outils de son mari et elle a pris son courage à 2 mains. Vous savez, il fallait bien que je le fasse moi-même. J'avais pas le choix, puisqu'on ne trouve pas de dentiste. Et pour ce qui est des anesthésiants, les patients britanniques en sont parfois réduits au whisky. J'ai bu une demi-bouteille de whisky et puis après j'étais plus calme et j'ai juste arraché ma dent. Des dents détartrées au tournevis, des plombages au mastic, des couronnes recollées à la superglue. Les Britanniques sont obligés de rivaliser d'imagination pour pallier le manque de dentistes soignant en secteur public. D'ailleurs, dès que l'un d'entre eux s'installe, c'est quasiment l'émeute. Tous les habitants se précipitent pour tenter de s'inscrire, comme ici, dans ce quartier de Manchester. Mais comment expliquer une telle pénurie? Tout simplement parce qu'en Grande-Bretagne, les dentistes ne veulent plus travailler pour le secteur de santé publique. Ils préfèrent s'installer en privé, où les prix sont totalement libres. Là, évidemment, aucun problème pour obtenir un rendez-vous. Mais une majorité de Britanniques n'a tout simplement pas les moyens de s'offrir ces soins dans des cabinets ultra modernes et ultra chers. La santé encore, mais en France, avec le mouvement des internes en médecine qui appelle désormais à une grève totale et illimitée suite à une rencontre jugée décevante avec la ministre de la Santé Roselyne Bachelot. Des étudiants et des internes qui manifestaient ici à Marseille, par exemple, à vélo. Ils protestent, vous le savez, contre les restrictions à la liberté d'installation des praticiens. On en parlait ici même. Image signée Christophe Larocca de notre bureau de Marseille. On en vient maintenant, comme chaque soir, à notre page consacrée au Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, la désertification en Espagne. Elle est impressionnante. L'Andalousie n'est pas la seule en cause. Cela concerne 30% du territoire. À l'origine, il y a bien sûr le changement climatique, mais aussi le choix d'une agriculture intensive et d'un urbanisme débridé. Une Espagne aux airs d'Afrique, c'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciales Florence Mavic et Annie Triboire. Elles sont chiches, les moissons, quand on cultive une terre aride. La pluie déserte depuis longtemps ces collines de la Mancha, au cœur de l'Espagne. José récolte une poignée d'orge de piètre qualité. L'orge n'a presque pas de racines. Au lieu d'avoir 6 ou 7 tiges, la plante n'en a que 2 et les épines ne sont pas assez développées. Sa vigne aussi est mal en point. Le vignoble, un vrai champ de mine. José nous explique que sécheresse et élévation des températures entraînent une prolifération de lapins. Raisins et jeunes plants sont grignotés avec voracité. Dans cette partie de l'Espagne, le climat s'africanise peu à peu. Pour sauver ses cultures, José a bien tenté de forer un puits. Mais il a renoncé à pomper. À 80 mètres, il y a de l'eau.
Mais la nappe phréatique est surexploitée. Et les coûts liés à l'installation de la pompe, au système d'irrigation, tout ça, c'était trop élevé par rapport au rendement de la vigne. Ici, pas de fleuve ni de barrage. De loin en loin, un rio, parfois gonflé par la colère d'un orage fugace. Plus de 30% du territoire espagnol est en voie de désertification. Direction le sud du pays, sur les bords de la Méditerranée. La région de Murcie est l'une des plus menacées. Paradoxe, l'eau stockée dans des réservoirs ne semble pas une denrée rare. Explication. Voici la plaine fertile de Murcie. Ici, nous donnons à manger à toute l'Europe. L'eau, c'est la vie. Des vergers et des serres à perte de vue. La région fournit 68% des exportations agricoles espagnoles. Conscients de la rareté de l'eau, les agriculteurs ont pris les devants. L'arrosage se fait au goutte à goutte, piloté par ordinateur. Sur la commune de Mula, les producteurs se regroupent dans une banque de l'eau installée en ville. Voici le centre de contrôle automatisé du réseau d'irrigation des parcelles. En fonction de la surface, chaque cultivateur reçoit un volume d'eau par mois. Le cultivateur programme dans un guichet automatique le nombre d'heures d'irrigation qu'il souhaite. L'ordinateur lui indiquera son quota disponible. Gérer la pénurie d'eau, ça n'est pourtant pas la priorité de tout le monde, en tout cas pas celle des promoteurs. 100 000 € pour un studio, 1 million pour une villa. Ces complexes touristiques pharaoniques surgissent à toute allure, là où jadis poussait de la végétation. Pour les écologistes, cet urbanisme délirant aggrave la situation. Les nouveaux habitants qui s'installent ici vont consommer 3 fois plus d'eau qu'une famille traditionnelle qui vit dans un village. Car ici, ils vont utiliser les terrains de golf, les jardins, les piscines. Les autorités espagnoles sont conscientes de la désertification croissante d'une partie du pays. Mais proscrire le tourisme de masse ou l'agriculture intensive n'est pas à l'ordre du jour. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur la page 20h de notre site france2.fr. Vous pouvez voir ou revoir toutes les enquêtes récentes consacrées à ce Grenelle. L'éducation avec une controverse sur la lettre de Guy Môquet qui doit être lue en classe lundi prochain. Certains enseignants dénoncent une instrumentalisation de l'histoire, d'autres parlent d'incohérence pédagogique. L'Élysée a fait une mise au point tout à l'heure. La lecture sera bien obligatoire, mais il n'est pas question de sanctionner tous ceux qui ne souhaitent pas la faire. Mallory Aounou, Frédéric Capron. Je n'ai aucun regret. Courage. Votre Guy qui vous aime. Lire ou ne pas lire la lettre de Guy Môquet. Le 16 mai dernier, jour d'investiture, Nicolas Sarkozy l'annonce, les lycéens liront tous les ans la lettre que le jeune résistant communiste adressa à ses parents avant d'être exécuté par les Allemands. Une décision confirmée en août par bulletin officiel et ce matin par l'Élysée. La circulaire laisse une liberté totale aux enseignants et aux chefs d'établissement d'organiser la journée comme ils l'entendent. Mais effectivement, cette lecture est obligatoire. Évidemment, on n'est pas dans une logique de sanction. Mise au point, alors qu'à une semaine de la lecture, la contestation gronde parmi les enseignants. Par communiqué sur Internet, beaucoup dénoncent, voire refusent, l'exercice imposé. Dans notre établissement, nous ne lirons pas la lettre de Guy Môquet le 22 octobre. Il y a eu une décision prise à l'unanimité. Si le 22 octobre c'est la journée Guy Môquet, le 23 octobre ou le 24, ça sera la journée de qui et de quoi? Bon, si on fabrique les programmes scolaires sur le coup de l'émotion ressentie par les dirigeants politiques, on ne construit pas de savoir. Car si la lettre d'adieu est très émouvante, elle reste intime et ne dit rien de l'histoire qui l'entoure. Il parle de son père, il parle de sa mère, il parle de ses camarades. Si je veux expliquer la résistance, je ne peux pas l'expliquer uniquement par la lettre de Guy Môquet. C'est un des aspects de la résistance. Le 22 octobre, certains liront d'autres documents, inviteront des résistants. Entre cérémonies solennelles ou impasse sur la lettre, l'organisation sera très variable selon les établissements.
La suite des Nobel, le prix d'économie a été décerné à 3 Américains. Leonid Hurwicz, Egeric Maskin et Roger Myerson ont été distingués pour leurs travaux sur les mécanismes d'échange. Ils sont destinés à améliorer le fonctionnement des marchés, à mieux les comprendre. Ils se partageront donc 1 million d'euros. Et puis en bref, si vous êtes propriétaire d'un logement, il vous reste jusqu'à ce soir minuit pour payer la taxe foncière si vous l'avez oublié, le cachet de la Poste faisant foi. Et pour les retardataires, eh bien, vous pouvez jusqu'au 20 octobre opter pour le paiement en ligne sur Internet. La semaine du goût a démarré aujourd'hui. Pour cette 18e édition, l'accent est mis sur les fruits et légumes de saison. C'est dans l'air du temps. Plus question de manger des tomates ou des pêches en hiver. Les restaurants les plus cotés sont les premiers à jouer le jeu. Reportage Marie-Pierre Samitier, Patrick Desmully. Une fine crème de marron mixée avec un bouillon de volaille, avec son escalope de foie gras poêlé, entourée de simples marrons légèrement confits. Un plat de saison, avec une petite touche de fantaisie que voici. Petite baguette avec des demi-cèpes grillés, poêlés avec des marrons. Et j'ai mis un peu de beurre demi-sel. Et c'est très raffiné. C'est pour la semaine du goût. C'est pour la semaine du goût. Des plats spécialement concoctés pour cette occasion et qui mettent en avant les légumes de saison. Marrons, choux, carottes, blettes, mais aussi salsifis, dont on a oublié comment les préparer. Les leçons de cuisine sont autant de piqûres de rappel pendant la semaine du goût. Il y a plein de recettes en fait à apprendre, de nouveaux produits, enfin de nouveaux produits qui sont des anciens produits. Et donc c'est une occasion en fait. À l'honneur dans les casseroles, les légumes de saison, et ce pour de bonnes raisons. On est obligé aujourd'hui, je pense, de respecter la nature et d'aller dans le sens de la nature. On peut plus se permettre d'amener des fraises en plein hiver, mettre des fraises en dessert en plein hiver, alors que on a encore des pommes, on a des poires, il y a des légumes et des fruits qui sont utilisés, qui sont merveilleux. Et oui, jusque dans les cuisines, l'environnement est devenu une préoccupation. Nous avons des figues qui viennent du Var, excellentes, elles sont très juteuses, et de raisin muscat. C'est pas le moment de manger des kiwis de Nouvelle-Zélande. Pas du tout, non, pas du tout. Manger au rythme des saisons, c'est, dit-on en cuisine, un devoir en même temps qu'un plaisir. Voilà, l'environnement et le bon goût. Marquer le coup contre le racisme, c'est ce qu'a voulu faire la Ligue de football professionnel en sanctionnant le club de Bastia. Un club qui perd 1 point au classement car ses supporters avaient insulté un joueur noir de Libourne lors d'un déplacement. L'attaquant avait craqué, excédé, il avait fini par faire un bras d'honneur et être expulsé. Julien Benedetto, Jean-Marc Nouknouk. Un doigt d'honneur aux supporters de Bastia. Nous sommes le 14 septembre, Boubacar Kébé, attaquant burkinabé de Libourne-Saint-Seurin, craque. Tout au long de ce match de Ligue 2, il a essuyé des insultes racistes et des cris de singe proférés par les supporters corses. Pour ce geste, Kébé est expulsé. Quelques jours après avoir reçu le premier carton rouge de sa carrière, le jeune professionnel nous avait confié ses regrets. Je regrette parce que j'ai pas eu cette éducation-là et voilà, la preuve, après le match, j'ai pas appelé ma maman qui se trouve en Afrique actuellement. Parce que voilà, je sais que ça lui plairait pas et voilà, elle m'a pas donné cette éducation-là. Ce matin, la Ligue de football a décidé de retirer 1 point au classement à Bastia, une première dans le football professionnel français. La commission de discipline a pris en compte la récidive des supporters de Bastia. En décembre 2005, les supporters du club corse avaient insulté Pascal Chimbonda, un joueur de leur propre équipe. Choqué, le défenseur avait demandé à être remplacé. Ce soir, le club corse annonce qu'il va faire appel de la sanction. Rugby, c'est l'Afrique du Sud qui sera opposée à l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde. Les Springboks l'ont largement emporté face à des Argentins imaginatifs, mais peu rigoureux. Christophe Duchiron. Hier soir, le coup de sifflet final fut pour les Argentins le coup de sifflet fatal. Celui qui marque la fin d'un rêve, celui qui transforme soudain le terrain en cimetière des illusions perdues. C'était lacrymal et beau à la fois ces robustes gaillards qui pleuraient comme des madeleines. D'un autre côté, les Sud-Africains triomphaient sans excès. Manifestement, ces gars-là ont un boulot à finir. Depuis le début de la compétition, contrairement à d'autres, les Verts tiennent leur rang. 6 minutes de jeu sur une interception. Le demi de mêlée Dupré fait tourner ses petites jambes à plein régime. C'est le premier essai du match. Plus tard, les Sud-Africains aggravent le cas de l'adversaire avec leur meilleur soliste, Lélie Abana, qui file dans l'embut et aplatit avec élan. Quand les ciels et blancs font des bêtises, ce sont les Verts qui trinquent au bonheur d'un 3e essai inscrit par Rosso. Au repos, l'addition est sévère, 24-6. 2 supportrices sud-africaines agitent l'hymne à l'amour. En deuxième période, en dépit d'un essai argentin, c'est toujours l'amour envers et contre tout.
Habana, après une interception, va marquer son 8e essai. Le record de John Alomo en 1995 est égalé. Pour finir sur une note de courtoisie, on a échangé de part et d'autre quelques politesses. Cependant, cette virile empoignade n'a pas empêché vainqueurs et vaincus de se quitter bons amis. C'est tout à leur honneur et surtout à celui des Sud-Africains qui l'emportent 37-13 et qui joueront samedi prochain la finale contre l'Angleterre. Une nouvelle version de Roméo et Juliette à l'Opéra Bastille, mi-opéra, mi-ballet, le tout sur une musique de Berlioz, une centaine d'artistes sur scène pour une rencontre entre classique et contemporain. Abdel Mostefa, Mathias Second. Roméo se prépare à souffrir, parce que c'est le destin que lui a choisi Shakespeare. Ça ne se discute pas. Pareil pour Juliette, elle a le sourire, mais sa famille n'acceptera jamais son mariage avec Roméo, et ça se terminera dans le sang. Donc, puisque tout est écrit d'avance, depuis des siècles, comment faire pour raviver la flamme des spectateurs? Eh bien, on danse pour la première fois sur la partition de Berlioz. On fait monter le chœur de l'opéra sur scène avec les danseurs, et pour diriger cette superproduction, on fait appel à une chorégraphe contemporaine audacieuse. Pendant longtemps, j'ai hésité à dire oui. Mais en fin de compte, c'est une proposition tellement géniale. C'est un énorme pari. Tout ça paraît simple et limpide. Mais c'est un pari aussi pour ces danseurs étoiles, loin, très loin d'un Roméo et Juliette version classique avec pointe, où l'on respecte une chorégraphie codifiée. Pour arriver à cet autre résultat-là, il a fallu se lancer dans des improvisations, à la demande de la chorégraphe. C'était un peu déroutant au début, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, nous, en tant que danseurs classiques, d'improviser comme ça, à la demande. Quand vous réussissez à retirer tous vos complexes et à vous dire finalement je m'en fous que ça soit moche ou beau ce que je fais, à ce moment-là, votre impro, elle prend forme. Au final, c'est parfois bizarre, mais beau. C'est parfois pesant, mais beau. En fait, c'est tout sauf moche. Et ça rend la mort des amants de Vérone bien plus acceptable. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle le principal titre. La fête à Toulouse. Après une brève cérémonie, Airbus a livré le premier exemplaire de son A380 à Singapore Airlines. La compagnie qui a choisi un aménagement luxueux avec 12 salons privés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko avec toujours de la douceur. 20h50 Cold Case et 23h10 mots croisés autour d'Yves Calvi sur le cas Bertrand Cantat. À demain.